Bonjour et bienvenue sur La Familia, un podcast créé pour nous aider à vivre ensemble une féminité décomplexée et libérée dans toutes les étapes de notre vie. Je m'appelle Marion, je suis entrepreneur et je souhaite donner la parole à des invités extraordinaires par leur histoire et leur parcours, dans l'espoir de changer à notre échelle les règles du jeu. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Carole Hervé, qui est consultante en lactation, et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est quand même très important, qui est les premiers jours de l'allaitement et comment bien démarrer l'allaitement. Donc bonjour Carole, Bonjour. ravie de t'accueillir sur ce premier podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, merci beaucoup et merci pour cette invitation. Donc, je suis Carole Hervé, je suis consultante en lactation IBCLC, ça veut dire que je suis certifiée par ma spécialité en allaitement maternel. Je suis également certifiée en Biological Nurturing, qui est l'approche de l'allaitement instinctif de Suzanne Colson. Je suis auteure d'un ouvrage qui s'appelle Mon allaitement sur mesure. Je suis spécialisée dans les troubles de l'oralité. Je forme également dans plusieurs établissements, notamment l'école du bien-être, sur des sujets liés à l'allaitement. Je forme en parallèle sur le sommeil du tout petit. Bref, je suis passionnée par ce qui touche à la périnatalité, avec comme cœur, comme thématique centrale, l'allaitement maternel. C'est génial, tu as un super parcours autour de l'allaitement. Je pense que tu vas pouvoir nous apporter vraiment des clés aujourd'hui dans ce podcast. Mais du coup, quelles sont les raisons qui t'ont poussé vraiment à te dédier à l'allaitement, ou en tout cas à dédier ta carrière à l'allaitement ? Souvent, quand on se dédie à l'allaitement, ça vient d'une expérience personnelle où l'allaitement a été peut-être fragilisé, et il se trouve que ça a été mon cas. Et puis, j'ai eu l'occasion de franchir les portes d'associations de soutien à l'allaitement, et je me suis rendu compte que les mères étaient vraiment confrontées à des discours qui n'étaient pas, qui s'appuyaient pas sur des rationnels scientifiques, et je les voyais vraiment désœuvrées. J'ai appris qu'on pouvait se spécialiser en allaitement maternel, devenir IBCLC, ce que je suis devenue il y a maintenant 10 ans. Et vraiment mon souhait, c'est de leur apporter l'information juste et le soutien qu'elles méritent pour s'épanouir dans leurs projets, et puis protéger, aussi la santé de tout le monde, de la maman comme de l'enfant. Bravo pour tout ce que tu mets en place et ce que tu fais au quotidien. C'est vrai que le message que je retiens et ce que tu véhicules aujourd'hui, c'est qu'à la naissance de leur bébé, finalement, il y a beaucoup de femmes qui souffrent de méconnaissance vis-à-vis de l'allaitement. Et du coup, ça peut les déstabiliser, voire faire louper carrément un allaitement. Exactement, on est d'une part, nous ne sommes pas dans une société où on voit l'allaitement partout. Alors ça devient de plus en plus vulgarisé, mais c'est encore assez timide. On a même, régulièrement des articles de presse où on voit une femme qui a été conspuée parce qu'elle allaitait dans un lieu public, par exemple, et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. D'autre part, la formation des professionnels de santé, on le déplore, reste quand même très, très, modeste en matière d'allaitement maternel, et finalement les jeunes mères vont par la suite, quand elles sont à la maternité, en faire les frais. Ce que j'appelle, faire les frais, c'est que, en fonction des intervenants qui vont, se présenter à elles dans la chambre, ça peut être, une auxiliaire de puériculture ou plusieurs, des infirmières puériculture, des sages-femmes, des pédiatres, eh bien chacun va tenir un discours différent, et dans une période particulièrement sensible, au cours de laquelle la maman se sent, vraiment très bouleversée par l'accueil de son bébé ou de ses bébés, ne pas pouvoir se référer à un même discours, c'est extrêmement déstabilisant, et donc c'est vraiment et ça démarre là, et beaucoup de personnes vont dire: «Oh, donnez un petit biberon, et puis ça ira mieux», et ça, c'est dommage parce que la plupart du temps, c'est faux. Eh ben, écoute, je confirme, c'est un peu l'expérience que j'ai vécue à la maternité quand j'ai accueilli ma fille. J'avais des discours complètement différents. Alors après, je m'étais énormément renseignée autour de l'allaitement. Et du coup, quels sont tes conseils quand tu attends un bébé, finalement, pour bien te préparer physiquement, psychologiquement, à bien vivre en allaitement et à le faire durer autant de temps que ce qu'on aimerait, finalement? Eh bien, au départ, ça peut être, franchir la porte d'un cours de préparation à l'allaitement, ou à la naissance donné par la sage-femme qui suit la maman en libéral, et puis, vraiment exercer un sens critique dans ce cours et se dire: «Est-ce qu'en sortant de ce cours, je dispose de repères fiables et complets sur l'allaitement?» Ensuite, peut-être, aller rechercher des lectures, peut-être, voir, si on peut se créer un petit réseau de soutien. Alors ça peut être des professionnels de santé, ça peut être des associations de soutien, ça peut être, des membres de la famille, ou
ou de notre entourage qui ont réussi leur allaitement, parce que finalement, on a besoin de soutien un petit peu comme des supporters qui vont être là, présents et peut-être moins émus, dans une situation qui nous bouleverse nous au démarrage, et nous dire: «Tiens bon, je suis passé par là, regarde où j'en suis aujourd'hui et ça va mieux». Ou alors, «Tenez, on vous a, suggéré telle ou telle option, voici des alternatives», voilà, finalement c'est ça, démarrer, c'est avoir, quelques repères et puis parfois, les mamans, sentent que les repères qu'elles ont reçus ne sont pas suffisants et elles font, appel à une consultante en lactation et lui demandent un cours de préparation vraiment spécialisé. Il en existe beaucoup, hein, qui font ça et souvent quand on voit les mamans en prénatal, on n'a pas besoin de les revoir juste après parce que ça va bien. C'était ma question, c'était justement, toi tu conseilles de le faire en prénatal plutôt qu'une fois que le bébé est arrivé, finalement? Oui, oui, mieux on est informé, sur la manière dont notre corps va fonctionner. C'est fou comme, on fait confiance à notre utérus pour, nourrir, intégralement notre petit bébé en devenir et à partir du moment où le bébé est à l'extérieur, on a l'impression que notre glande mammaire va nous faire défaut. C'est quand même, paradoxal, hein, quand on y pense de cette manière, et finalement notre glande mammaire, la plupart du temps, nous fait pas défaut. Il y a de très, très rares cas de figure où les mamans, ne peuvent pas allaiter exclusivement, à la naissance ou dans leur contexte médical. Mais finalement, ce qui va faire défaut, c'est un accompagnement juste, au moment de la naissance du bébé et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir quelques repères au de pour démarrer. C'est un super point. C'est vrai que quand tu te prépares à l'accouchement, enfin la préparation à l'accouchement porte bien son nom finalement. Tu te prépares à accoucher, mais tu te prépares pas à allaiter si tu le souhaites. Mmh mh. Donc tu te prépares pas à vivre ta montée de lait. Ça, Mmh. c'est un autre sujet qu'on va aborder plus tard, Mmh. qui est la montée de lait, qui peut Oui, être vraiment bouleversant finalement absolument. pour une jeune maman. Mais du coup, tu as abordé un sujet qui était hyper intéressant. C'est les compléments qui peuvent être donnés à la naissance du bébé à la maternité. Mmh. Et on a eu beaucoup de questions parmi nos clientes. Oui. Mais est-ce que je peux reprendre ou continuer un allaitement si le bébé a déjà eu un premier biberon à la maternité? Et est-ce que les compléments sont obligatoires quand on veut lancer un allaitement? Alors les compléments ne sont pas obligatoires, je vais démarrer par la fin de ta question. Les compléments ne sont pas obligatoires, les compléments sont, une, disposition médicale, qui devrait, intervenir dans le cadre d'une prescription précise, puisque la situation médicale de l'enfant le requiert. Souvent, ils sont préconisés d'une manière un petit peu, à la va-vite: «Oh votre bébé dort beaucoup, allez hop, on lui donne un petit complément» et finalement on peut, est-ce qu'il est indispensable de donner des compléments au bébé? A priori non. Et si pour une raison ou une autre, un professionnel, qui entoure la maman à la maternité suggère à cette maman de donner un complément, il est intéressant de demander pour quelle raison le complément est préconisé et puis après, de redéfinir le complément. Souvent le complément est préconisé parce que le bébé ne reçoit pas assez de lait. S'il ne reçoit pas assez de lait, ça peut peut-être signifier qu'il n'est pas encore très efficace pour aller prélever du lait lui-même. À ce moment-là, la maman peut très bien le prélever à sa place et le premier complément, nous dit l'OMS, c'est du lait fraîchement tiré, par la maman qu'elle donne à son enfant. Par la suite, un autre complément peut être du lait qu'elle a tiré et qu'on a mis au réfrigérateur ou du lait qu'on a mis au congélateur ou du lait d'un lactarium, avant de dégainer tout de suite la préparation commerciale pour nourrissons. Mmh. Et souvent ce qui va, amener des professionnels à donner des compléments, c'est la peur qui est, une conséquence, logique de leur, pour certains, hein, pas tous, on peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Pour certains, leur manque de connaissances sur la physiologie de la lactation. La physiologie de la lactation requiert dès le départ de mettre en route l'allaitement, donc une grande proximité d'avec le bébé. Et j'ai donné un cours hier, sur le sujet de l'allaitement et mes étudiantes étaient très étonnées que j'affirme, qu'une mère qui a accouché par césarienne, peut très bien ne pas avoir de décalage dans la mise en route de sa lactation, si tant est qu'on pense à sa lactation dès le départ. Des études nous disent qu'il est indispensable, même très, très pertinent, de démarrer, la mise en route de la lactation dans l'heure qui suit la naissance. Si pour une raison ou une autre, la maman ne peut pas mettre son bébé au sein ou que le bébé n'est pas très efficace, eh bien la maman peut très bien demander une petite cuillère. A priori, ça devrait se trouver. Elle récupère son colostrum et dès la première heure, elle peut même avoir des jets de colostrum. Et donc, on a d'emblée du lait à donner au bébé. Donc tu confirmes qu'on peut aussi allaiter dès lors qu'on a une césarienne? Absolument, absolument. On va faire
un constat dans un pays comme le nôtre, que l'allaitement et la césarienne, ne font peut-être pas bon ménage et que souvent la mise en route de la lactation est décalée parce que la maman a une césarienne. Mais à ce moment-là, on vient mettre, côte à côte 2 événements, césarienne et décalage d'allaitement. Mais on oublie qu'entre-temps, on a simplement oublié la mise en route de l'allaitement. On va tirer une conséquence, qui est, factuelle. On se dit, «Ah ben la maman a accouché par césarienne et donc elle a moins de lait, c'est pas parce qu'elle a accouché par césarienne, c'est qu'on a oublié qu'elle pouvait démarrer son allaitement dès le départ. Et donc comme on n'a pas mis en place les bonnes dispositions pour l'aider à avoir suffisamment de lait, eh ben, on a une conséquence logique et on finit par banaliser ce résultat. Mais ce résultat-là est un résultat tout à fait cohérent vis-à-vis heu, des faiblesses, qu'on met en place, dans la mise en route de la lactation. En fait, finalement, bien allaiter ou en tout cas lancer un allaitement, c'est respecter des étapes. C'est dès lors que le bébé naît, on crée un contact qui est assez fort avec le bébé pour lui permettre finalement de prendre le sein, même si on n'a que du colostrum. De toute façon, ça le nourrit et ça apporte tout ce dont il a besoin finalement. Oui, puis pour le bébé qui est né à terme et en bonne santé, la plupart du temps, il a des réserves pour 48 heures. Et c'est un petit bouchon qui apprend à coordonner la succion, respiration, déglutition. Donc c'est quand même énorme, hein, pour un tout petit qui a appris à déglutir et à téter in utero, d'apprendre à respirer en même temps. S'il tétait sur un sein très plein, il boirait la tasse, il aurait le hoquet, il serait complètement désorganisé. Donc finalement, c'est très juste qu'il reçoive des petites quantités de colostrum. Mais c'est pas parce qu'il y a des petites quantités de colostrum, qu'il faut l'en priver ou qu'il faut se dire: «Ah mince, s'il recevait un biberon de lait artificiel, peut-être qu'il y en aurait plus». Non, la nature est très bien faite. Le colostrum, c'est un puissant diurétique, c'est très, très riche en nutriments et donc ça répond parfaitement aux besoins du nourrisson dès sa naissance. J'avais lu quand je m'étais renseignée pour l'allaitement, que l'allaitement finalement c'est une question d'offre et de demande et ça m'avait vachement rassurée à la maternité parce qu'effectivement, au début, bah, avant ta montée de lait, bah, tu as du colostrum. Oui. Tu sais pas trop ce que c'est, tu te dis: «Bah, il y en a pas beaucoup, est-ce que ça va le nourrir?» et cetera. Est-ce que tu confirmes que l'expression, c'est l'allaitement, c'est une question d'offre et de demande? Absolument. C'est d'ailleurs comme ça que sont nées les nourrices. Plus on retire du lait des seins et plus la maman va en produire. Des femmes qui ont du lait en excédent vont même le donner à un lactarium, par exemple. Mais auparavant, la nourrice, historiquement, c'était quelqu'un qui pouvait nourrir plusieurs enfants. À partir du moment où elle, donnait le sein à plusieurs bébés, sa lactation s'adaptait aux besoins des bébés efficaces, qu'elle avait, à côté d'elle. Et donc du coup, le fait de donner des compléments directement à la maternité ou en dehors de la maternité, ça peut ralentir une montée de lait ou ralentir le processus de mise en Exactement. place? Mmh. Exactement, on court-circuite un processus naturel et physiologique. On a un corps qui sait qu'il y a un petit bébé en bonne santé qu'il faut nourrir et puis une dynamique dans le démarrage de la sécrétion lactée qui requiert une succion très, très fréquente. On estime à une bonne douzaine de fois par 24 heures, hein, au démarrage, le nombre de tétées pour le bébé. Or beaucoup de personnes vont dire à la maman: «Allaiter toutes les 3 heures». Bon bref, on laisse de côté cette espèce de légende, cette mythologie qui nous sert à rien. La maman a vraiment une envie de proximité avec son bébé. Elle découvre ce petit être, elle a envie d'être en lune de miel avec son nouveau petit amoureux, et spontanément, elle le met au sein et 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 donc la sécrétion lactée va s'adapter à ce que le bébé prélève. Si ce bébé reçoit une tétine, s'il reçoit une préparation pour nourrisson, eh bien, en fait, on crée une barrière dans ce processus. La maman se retrouve avec un engorgement, phénoménal et très, très, impressionnant et puis la lactation tarde à se mettre en place et c'est là qu'on va dire: «Ah ben vous voyez, vous n'avez pas assez de lait, il va falloir donner un complément». Oui. C'est un cercle vicieux, un complément en Exactement. amène un autre et encore un autre et surtout, ça sape, la confiance en elle d'une jeune maman parce qu'elle voit les petits biberons et elle se dit: «Mais est-ce que mes seins vont être capables de produire ça?» Alors en fait, ils ne le peuvent pas, d'autant que les petits biberons en question sont trop gros par rapport à la quantité de lait dont le bébé a réellement besoin à ce moment-là. Et puis le lait artificiel n'a pas la même qualité nutritionnelle que le lait maternel. Le lait maternel est beaucoup plus calorique, que le lait artificiel. Donc il faut donner de plus grandes quantités de lait artificiel pour combler les besoins du bébé qui serait allaité et qui recevrait moins de lait. C'est un point super important que tu viens de mentionner parce qu'en général, en tout cas sur les témoignages que j'ai eus autour de moi, la plupart des mamans à qui on a proposé des compléments, c'est parce que le bébé ne prenait pas assez de poids à la naissance, à la maternité.
Qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui? Je pense à une histoire toute récente. C'est une petite qui est née, un vendredi vers l'heure du déjeuner et la maman m'envoie un message en me disant: «Ça y est, je suis maman, mais ma petite ne s'accroche pas au sein». Je lui dis: «Vous souvenez-vous, je vous avais suggéré d'embarquer dans votre, sac une petite cuillère, sortez-la et récupérez du colostrum pour le donner à votre bébé». Donc c'est ce qu'elle fait. Le lendemain de la naissance de cette petite, la petite ne s'accroche pas vraiment mieux et donc je dis à la maman: «Écoutez, les études nous disent que si le lendemain de la naissance du bébé, une maman a l'occasion de mettre son bébé 8 fois par 24 heures au sein, elle a une très bonne sécrétion. Si elle met son bébé 12 fois par 24 heures au sein, c'est encore mieux. Je vous invite à, solliciter vos seins à la main». Donc vous allez, avec vos mains, faire tire-lait Mmh. et recueillir du lait, 12 fois par 24 heures et vous allez voir que ça va bien faire décoller votre, sécrétion lactée. Bien entendu, le personnel autour d'elle lui disait: «Mais vous êtes fatiguée, vous voulez pas qu'on donne un bib, vous voulez pas vous reposer quand même toutes les 2 heures, elle est un petit peu sévère votre consultante en lactation». Bref, la maman, se dit: «Oh, je donne sa chance à l'option que me propose Carole». Ce qu'elle a fait et le lendemain, je lui proposais simplement de faire des câlins à sa fille et le lait était là. Le lait on était vraiment sur du lait de transition qui coulait facilement et elle a eu besoin de me poser de questions. Elle m'a envoyé une vidéo magnifique où on entend le bébé déglutir et n'a plus jamais eu le moindre doute. Donc si le bébé, ne réussit pas à aller s'accrocher, si le bébé perd du poids, eh bien la maman a toute l'attitude elle-même pour lancer sa lactation et le donner et donner son lait à son bébé. Avant de donner des compléments. Les compléments, c'est une prescription médicale parce que le bébé a franchement dépassé plus de 10 de perte par rapport à son poids de naissance. En règle générale, ils sont donnés à 5 de perte. Ouais, c'est un peu dommage, finalement. C'est un Mmh. peu dommage. Et Oui. du coup, quels sont les quelques signes qui peuvent indiquer, qu'il y a une situation de crise? L'allaitement se met pas en place, je sais pas, on peut avoir un frein, une perte de poids, qu'est-ce qui pourrait justifier finalement l'intervention du personnel médical ou alors, la prise de compléments? Eh bien, si le bébé ne s'accroche pas, si lorsque le bébé s'accroche, on n'entend pas déglutir, si au bout de 72 heures, on a toujours des selles méconiales. Tu vois, le méconium, ce sont les premières selles assez noires, vertes, très épaisses, qu'il est difficile de nettoyer d'ailleurs. Si le bébé a toujours des selles qui sont très foncées passé 72 heures de vie, si, lorsqu'on donne un petit doigt à téter à son bébé, la bouche du bébé est sèche, là, objectivement, la sécrétion lactée, elle tarde un petit peu à venir. À ce moment-là, on va pas donner un bib de 70 millilitres, on va donner, la juste quantité de lait que ce bébé-là recevrait s'il était, nourri avec du lait maternel. Donc, à J2, on est à peu près, allez, à 12 millilitres par, repas, à la louche, hein. Peut-être 15, donc on n'a pas besoin de donner tout de suite 30 ou 60. Si on donne la juste quantité, on donne un petit carburant au bébé et on donne aussi l'opportunité à la maman de produire ce lait-là et on lui redonne confiance et puis on peut avoir un complément qui est vraiment très, court dans le temps. Court et efficace, qui, donne un petit boost quoi au bébé, quoi. Exactement, exactement. Maintenant, si on met en place tout ce qu'il faut pour aider la maman et je pense à des mamans qui ont été dans des situations, compliquées, hein, des allaitements des démarrages d'allaitement où elles ont été séparées du bébé, où la césarienne n'était pas très facile à vivre, ou alors elles ont eu une épisiotomie qui les empêchait de se mobiliser correctement. Eh bien, ces mamans-là, à partir du moment où elles ont la bonne information, elles vont réussir à lancer leur lactation. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, avoir la bonne information, globalement, on peut la trouver, mais il faut une bonne dose de détermination de la part de la maman pour réussir à se confronter à tout ce discours de personnes qui ont tout simplement peur. Peur que le bébé perde trop de poids et qu'il soit en danger. On est en maternité, hein, le bébé, il est rarement en danger. Si, il y a un épisode, d'hypoglycémie, s'il y a un épisode je sais pas, de déshydratation, le personnel passe suffisamment souvent dans la chambre pour s'en apercevoir et prendre les devants. Ce que tu nous dis, c'est assez rassurant et le message que j'entends, c'est que l'allaitement, c'est pas forcément facile au début et qu'il faut s'accrocher, surtout dans les premiers jours. Exactement, s'accrocher et s'entourer de personnes qui ont, soit une expérience réussie, je pense à des copines, des membres de la famille, soit, des animatrices de groupes de soutien, il y en a beaucoup, je pense à la Leche League. Ce sont des personnes très formées et qui savent aussi détecter une situation à risque ou une situation qui va bien et qui sont formées pour soutenir les mamans, avec justesse ou alors, un professionnel comme, enfin moi régulièrement je dialogue avec des mamans qui sont à la maternité, on s'envoie des SMS juste pour,
le redonner un petit coup de boost. Parce que parfois, on est peut-être dans une maternité où, on a oublié que l'allaitement c'était aussi le souhait des mamans. Alors du coup, si je résume un petit peu la préparation à l'accouchement en 3 points. Mmh. Le premier point, c'est ne pas hésiter à se préparer avant la naissance du bébé. Ouais, Donc se renseigner, prendre un maximum d'informations, oui. parce que plus on est renseigné et mieux on vivra son allaitement. Mmh. Le deuxième, c'est bien s'entourer, ne Oui. pas avoir peur de mettre au sein le bébé, ne pas avoir peur des jugements et Mmh. et et surtout se faire confiance. Mmh. Et le troisième point, c'est, pour moi, c'est tout est une question d'offre et de demande et donc l'allaitement, c'est difficile au début, mais ça peut être difficile au début. Difficile parce qu'on s'attend pas à la richesse du quotidien avec un nouveau-né. On s'attend pas à cette exigence de mettre en route quelque chose d'intense. Est-ce que c'est difficile d'apprendre à parler anglais quand on n'est pas dans un environnement où on parle anglais? C'est difficile d'apprendre le vocabulaire, la grammaire et de travailler l'accent, mais ça veut pas dire qu'on abandonne. Il y a des personnes qui sont plus efficaces que d'autres et c'est la même chose pour l'allaitement. Il y a des bébés qui sont plus efficaces, il y a des mamans qui le sont plus. Est-ce que c'est difficile? En fait, ça requiert, de vraiment se concentrer là-dessus, de placer son intention là-dessus et ce qui tombe bien, c'est que, notre période covid, peut avoir des conséquences positives. Le grand-oncle Norbert n'a pas le droit de nous rendre visite à la maternité et donc c'est moins intimidant parce que donner le sein devant le grand-oncle, c'est pas facile et donc si on est dans notre cocon à la maternité et si on se dit: «Allez, c'est là que ça se joue», parce que vraiment le démarrage, quand on a un démarrage optimal, on peut beaucoup plus facilement affronter les péripéties par la suite. Donc difficile, sans doute pour certaines mamans, c'est comme ça qu'elles vont le lire, je vais dire riche, je vais dire intense, et se consacrer à ça, en se disant: «Allez, on y croit, c'est maintenant que ça se joue», et bien, il y a de grandes chances que ça aille bien par la suite. Super. Et du coup, en parlant de difficultés et de Mmh. complications, qu'est-ce que la maman peut rencontrer comme douleur physique, et notamment au moment de la montée de lait? Et je conclus ma question, c'est qu'est-ce que la montée de lait finalement? Alors, tu parles de douleur et il y a 2 types de douleurs qui sont, souvent, rapportées dans les démarrages de l'allaitement et qui vont même amener un certain nombre de mamans à baisser les bras et on les comprend. Il y a les crevasses et puis il y a, les engorgements. Les 2 peuvent être, tout à fait, évités, si on s'appuie sur, l'approche BN, le biological nurturing, c'est-à-dire que on nous bassine les oreilles avec l'exigence d'acheter un coussin d'allaitement sur lequel on poserait le bébé et qu'on veillerait à aligner son oreille, son épaule et sa hanche. Et en fait, c'est faux. C'est faux parce que le bébé se retrouve dans une position transversale et il n'a pas l'habitude d'être dans une position transversale. Il n'était pas comme ça dans l'utérus et il a besoin de retrouver un peu la matrice, retrouver la poche de l'utérus et ça, c'est le corps de la maman qui va lui apporter. Et ça va très bien fonctionner si la maman s'installe, elle, confortablement. Donc, quand la maman s'installe droite, vraiment assise à la perpendiculaire, la gravité devient son ennemie et écarte son bébé d'elle, de son corps et finalement elle va avoir tendance à appuyer sur le corps du bébé ou sur sa tête pour le plaquer au sein et c'est là que les difficultés peuvent commencer. Si la maman s'installe confortablement et qu'elle place elle-même, d'ailleurs elle a le droit d'interdire que quelqu'un vienne prendre la tête de son bébé et son sein et branche l'un avec l'autre. C'est pas les autres, hein, qui placent le bébé. Enfin, autant c'est pas la sage-femme qui accouche la maman, c'est la maman qui accouche, autant c'est pas, l'auxiliaire ou la puère qui va mettre le bébé au sein, c'est la maman qui met son bébé au sein et donc quand elle s'installe confortablement, souvent, avec une position, semi-inclinée en arrière dans laquelle elle peut voir son bébé sans faire d'effort, et qui, libère un peu ses bras pour qu'elle puisse placer son bébé, peut-être ajuster le sein si elle sent que c'est intéressant pour elle et bien souvent dans ce cas de figure, elle va avoir moins de douleur parce que le bébé va prendre le sein plus profondément en bouche. Et si elle se sent confortable, vraiment bien à l'aise dans cette position, eh bien elle va avoir très, 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 très souvent son bébé au sein. Et si elle a très souvent son bébé au sein, il y a de grandes chances qu'elle s'évite d'avoir les seins de Pamela Anderson, au bout de 72 heures. C'est assez impressionnant, puis, c'est pas facile, hein, de téter, des seins siliconés. Alors, en l'occurrence, il y a pas de silicone dedans, il y a surtout de l'œdème et étonnamment, quand j'accompagne des mamans en prénatal, elles se retrouvent pas avec des seins ballons de basket parce qu'en fait, elles ont mis beaucoup, beaucoup leur bébé au sein et l'engorgement, c'est une pathologie, c'est une complication parce qu'on a,
on n'a pas respecté un processus physiologique. Oh le bébé, on lui a donné une tétine pour qu'il comble son besoin de succion parce que celui-là, il a un fort besoin de succion. Toutes ces petites choses-là, finalement, ça n'a pas lieu d'être. La maman a besoin d'être très en proximité avec son bébé. On laisse de côté tétine, biberon de complément autant que possible. On la laisse, faire connaissance avec son bébé et puis, à un moment donné, elle va avoir les seins un peu plus tendus, mais il y a de grandes chances qu'elle se retrouve pas avec des seins œdémaciés. OK, super. Et alors du coup, les seins œdémaciés, est-ce que ça a un rapport avec la montée de lait? Bah, c'est ça, c'est la montée de lait, souvent la montée de lait, bon le jargon de la consultante en lactation, c'est d'appeler ça l'activation sécrétoire. C'est-à-dire que au départ, notre corps produit du lait, dès la grossesse, il produit du lait, on l'appelle le colostrum. Mais c'est déjà du lait maternel et ce lait va changer de composition, même de texture. Il va devenir du lait de transition et souvent ça survient après 24, 48, peut-être 72 heures et c'est ce que les gens appellent la montée de lait. Mais c'est pas hop d'un coup le lait monte, en fait il était déjà là, il se transforme et quand on n'a pas été, assez assidu dans le nombre de tétées, ou d'occasions de drainer les seins dans ce processus, eh bien, il y a de l'œdème qui se crée autour. Il y a beaucoup d'eau et de pression qui vient entourer les canaux et on se retrouve avec les seins très, très durs. Alors, paradoxalement, parce que les seins sont très chauds, on va rajouter de la chaleur dessus. On peut par exemple prendre une couche de bébé, mettre de l'eau chaude dedans, on la place sur le sein, on masse un petit peu et puis après, on vient faire téter le bébé. Si toutefois l'aréole est trop dure, eh bien avec la pulpe de nos doigts, on va faire des petits tapotis sur l'aréole et on va essayer de remonter jusque sous l'aisselle et vraiment, en roue de vélo, on s'écarte du mamelon et on remonte et ça va assouplir les tissus et ça va permettre au bébé de téter et si vraiment ça suffit pas, eh bien on va utiliser un tire-lait, une dizaine de minutes et on va faire ça toutes les heures. Ça va pas surstimuler parce qu'en fait, on est dans une période où, on n'a pas on a besoin de toute façon d'installer une lactation, mais surtout, ça va enlever cette pression. On va faire couler un petit peu et puis la maman va avoir d'emblée un soulagement, et l'œdème aura disparu et tout ira bien. Tu parles de mettre le bébé au sein, très fréquemment, mais est-ce qu'on le met uniquement quand il a faim, quand il a envie de réconfort ou est-ce qu'on le met enfin, à quel moment il faut mettre le bébé au sein, clairement? Quand tu viens d'accoucher? C'est une excellente question. Quand je suis devenue consultante en lactation, on m'a appris que, il serait pertinent de mettre le bébé au sein au signe d'éveil et puis il y a quelque temps, j'ai été, formée ou déformée, ça dépend sous quel angle on prend les choses, par une dame qui s'appelle Suzanne Colson et qui dit: «Mais regardez le nourrisson! Le nourrisson, il ne se nourrit pas par faim, il se nourrit par réflexe et les réflexes s'expriment très, très bien alors que le bébé est somnolent» et donc dans les jours qui suivent la naissance du bébé, le meilleur moment pour donner le go au bébé. «Allez, c'est bon, tu peux aller téter», c'est quand il soulève une paupière comme un chat là qui surveille. Et d'ailleurs, les mamans le disent, hein, lorsque le nourrisson, tète, le nouveau-né tète, il a les yeux fermés. Il est concentré sur ce qui se passe et donc il est inutile de chercher à le réveiller, de le gratouiller, de le stimuler, de mettre un gant d'eau froide sur son dos. J'ai entendu des horreurs. Non, en fait, le bébé soulève une paupière, la maman l'amène à la bonne adresse, elle s'installe confortablement et puis advienne que pourra. Mais souvent il va s'y mettre. On n'attend pas du tout qu'il pleure. En fait, quand il pleure, c'est trop tard. Il est complètement désorganisé et il faut un petit moment pour le réorganiser. Quand il pleure, en général, c'est que ça fait une bonne minute 30 qu'il est en train de dire: «Eh oh, les amis, je suis là, je suis prêt à téter là. Eh oh, oh oh!» Et alors du coup, il y a une question qui est, plutôt une question d'organisation qu'on nous a beaucoup posée quand on a préparé ce podcast. C'est, bah, dans quel ordre est-ce que je dois changer la couche du bébé, le bébé, comment ça se passe? Alors, j'ai envie de dire à la maman de faire, ce qu'elle sent juste. Si elle sent que son bébé, soulève une paupière, décider que c'est le moment pour changer la couche, ça risque d'être un peu dommage parce que le bébé va partir dans des vocalises et il va plus du tout être en capacité de téter derrière donc la maman, bon a priori il a pas, les fesses qui macèrent dans une grande couche d'urine ou de sel à ce moment-là, donc il est pas on va pas l'embêter, enfin on n'a pas besoin de changer la couche. C'est quand on suggère à la maman de changer la couche du bébé avant la tétée, c'est dans l'optique de le réveiller, mais on vient de voir à l'instant que réveiller le bébé, ça sert pas à grand chose. Le bébé tète, mais c'est incroyable, hein, vraiment. J'invite les mamans à faire un câlin et puis à un moment donné, le bébé fait un peu, le pivert, il commence à lécher, à bouger de droite et de gauche et même s'il a les yeux fermés, à partir du moment où il ouvre la bouche sur le sein et bien,
il se met à téter. Quand j'ai écrit mon bouquin, Mon allaitement sur mesure, j'ai, j'étais en train de terminer l'écriture du bouquin et puis au cabinet, je suggère à la maman de faire un câlin à son bébé et puis le petit Nicolo commence à faire un peu le pivert et puis il s'accroche et c'était un moment très, très joli donc je fais un petit signe au papa pour prendre une photo parce que j'avais envie qu'il immortalise ce moment et en fait, on voit bien sur la photo que le bébé a les yeux fermés. Je m'attendais c'était pas du tout prémédité, je m'attendais pas à ça, mais je savais que de toute façon, il allait fermer les yeux. Mais je m'attendais pas à ce qu'on ait le cliché parfait pour illustrer ce que les mamans, observent, mais elles l'observent et on leur fait croire que c'est pas juste, que c'est inapproprié, que le bébé doit avoir les yeux grands ouverts. C'est pas parce qu'une petite proportion de bébés a les yeux grands ouverts que tous les bébés vont le faire. Donc quand la maman a envie de faire un câlin à son bébé, elle l'amène à la bonne adresse et puis on sait jamais sur un malentendu. Ça peut marcher. C'est pas de moi, hein, tu sais bien. C'est ça. Je te parlais de couches tout à l'heure parce que parfois le référent que peuvent se donner les mamans et les parents, c'est on se dit bah voilà, il faut que l'enfant ait fait au moins X couches sales, Ouais, ouais. X couches d'urine pour s'assurer qu'il est bien tété. Est-ce que c'est un bon indicateur? Bah, c'est un indicateur pragmatique. Le bébé qui reçoit du lait artificiel, on regarde ce qui rentre, celui qui reçoit du lait maternel, bah, on regarde ce qui sort. Et donc, le premier jour, on s'attend à une couche, d'urine, une couche de sel. Le deuxième jour, 2 couches d'urine, 2 couches de sel. Ça va, tu suis? Troisième jour, 3 couches d'urine, 3 couches de sel. C'est bon, tu y es encore? Hein? Passé J4, on a, au moins 5 couches d'urine, et puis au moins 3 sels et à ce moment-là, quand on parle de sel, c'est pas, un P foireux, c'est une Explosion. bonne grosse trace de sel dans la couche qui est suffisante pour qu'on puisse s'imaginer prendre une petite cuillère et récupérer des sels dans la couche. Si on n'a pas ça, ça veut pas dire stress et complément de lait artificiel, ça veut dire action. Ça veut dire: «Tiens, on va peut-être augmenter le nombre de tétés», Ouais, par donc exemple. c'est un bon indicateur pour les mamans qui stressent de se dire est-ce que mon bébé mange assez, est-ce qu'il va prendre assez de poids, etc., Mmh. etc. Derrière, si le bébé ne mouille pas ses couches, de toute évidence, on aura un poids sur la balance qui va être, modéré. S'il a des bonnes couches bien lourdes, bon, il y a de grandes chances qu'il prenne du poids, hein. Bon bah c'est super. Et du coup, le retour à la maison, parce que là on a parlé beaucoup de maternité, mais une Mmh. fois qu'on rentre à la maison, Ouais. attends, je te la refais. Ouais. Une fois qu'on rentre à la maison, est-ce qu'on a des indicateurs à suivre ou est-ce qu'on continue justement cette tétée à la demande? Alors, on est toujours sur la tétée à la demande. Les gens qui disent l'allaitement à la demande, c'est seulement la maternité, eh bien, non, ils ont rien compris et on a vu tout à l'heure que la demande s'exprime aussi et avant tout au démarrage quand le bébé soulève à peine une paupière, et donc il est assez juste de poursuivre ce même schéma-là, puisqu'on est toujours dans une phase d'installation de la lactation et c'est parce qu'on va être très, très, très attentive à répondre spontanément, à la demande du bébé qui s'exprime d'une manière discrète, hein, on vient de le dire, que la lactation va être solide et qu'on aura moins d'inquiétude. On gardera comme repère de regarder les couches. Au retour à la maison, on a 5-6 bonnes couches et quand je dis 6 couches, c'est un œuf dur, hein. C'est un œuf lourd de couches d'urine et les selles, on veut qu'elles, dépassent la paume, enfin qu'elles couvrent la paume de la main de l'adulte. Donc on est toujours là-dedans et puis, on va pas s'amuser à acheter une balance, pour peser le bébé à tout moment. Il y a forcément, des pesées qui seront réalisées chez le pédiatre ou par la sage-femme. Mais au moins on reste attentif aux couches et plutôt que de considérer ça comme un moyen de stresser, c'est un repère. Si toutefois il y a pas les couches attendues, bon bah, on essaie d'agir. Ok. Et du coup, alors il y a une question qui revient souvent, c'est une fois qu'on est revenu à la maison, qu'on a pris un petit rythme, est-ce qu'on peut faire garder son bébé en allaitant? Bien sûr. Et comment s'y Bien prendre? évidemment qu'on peut faire garder son bébé en allaitant. On peut très bien aller, chez le coiffeur si on a envie d'une nouvelle coupe et quelqu'un peut prendre soin de notre bébé pendant, quelques heures. Je connais je connais une maman, elle était rigolote. Elle rentrait, de la maternité, 5 jours après une césarienne et le lendemain, elle allait pas reprendre le travail. En même temps, elle est comédienne, elle allait faire un doublage pendant 3 heures. Bon, moi j'appelle ça reprendre le travail en fait. Et elle a fait ça le lendemain d'une césarienne.
Et c'est mignon comme, parce qu'elle est intermittente du spectacle, parce qu'elle sait qu'elle a parfois un planning très fluctuant, eh bien, ça fait partie de son quotidien et elle en fait pas de cas. Pour beaucoup de personnes, envisager se séparer du bébé, dans les jours qui suivent la naissance, c'est tout un monde et c'est vécu comme impossible. Alors, je ne souhaite pas, hein, qu'une maman reprenne le travail à J6, soyons bien clairs. Mais en fait, on peut trouver tout un tas de parades. On aime bien quand même garder à l'esprit que plus la maman est en proximité avec son tout petit dans le mois qui suit sa naissance, plus elle a de chances de monter, elle, en compétence avec cet enfant-là et le bébé aussi de monter en compétence. Ils sont fondamentalement compétents séparément, il faut juste leur apprendre à s'accorder et ça se fait par une grande proximité. Donc idéalement, si la maman peut, décharger une partie de sa charge mentale dans les semaines qui suivent sa naissance, ça, ce serait vraiment génial pour, lui permettre d'installer une lactation solide et qui dure. Et du coup, elle peut tirer son lait, c'est ça? Absolument, absolument. D'ailleurs, dans les premiers jours qui suivent la naissance, on a souvent, un petit peu plus de lait parce que le corps a prévu ça au cas où le bébé sache pas faire. Donc on peut toujours faire un petit peu de réserve. Il y a des mamans qui vont utiliser un recueil-lait carrément. Elles trouvent que le tire-lait, c'est un peu impressionnant et puis, elles aiment pas toujours et elles prennent ces accessoires en silicone qui sont très futés en fait. J'aurais dû avoir ça à 14 ans pour ma dernière, qui viennent, se ventouser finalement sur l'autre sein et ça évite de mouiller un petit peu son t-shirt ou d'en mettre partout. On récupère un peu de lait, on le garde soit au réfrigérateur si, on pense qu'il va être, consommé sous 48 heures ou alors, on va le mettre au congélateur. Quoi qu'il arrive, ça permet aussi à la maman de se dire: «Au moins tout repose pas sur mes épaules». Si, pour une raison ou une autre, je dois aller, filer chez le dentiste en urgence et que j'y reste pendant 3 heures, il y a une alternative, dispo, au frigo. Super. Alors du coup, moi j'ai une dernière question pour toi qui touche justement le tire-lait. Et si on décide finalement de continuer l'allaitement, mais via un tire-lait, Oui, est-ce que tu le recommandes et à quel rythme on doit tirer son lait pour que le bébé alors soit repu? je vais pas recommander une option particulière parce que, c'est toujours la maman qui décide. C'est génial que la maman qui a certaines difficultés à mettre son bébé au sein qui lui sont propres, décide tout de même d'allaiter par le biais du tire-lait. Donc, je vais pas recommander quoi que ce soit, je vais toujours m'adapter à son cas de figure et tout faire pour que ce soit, raisonnable en termes de temps, de logistique, et de protection de la santé de l'enfant. On va essayer d'évaluer quelle quantité de lait est nécessaire pour répondre aux besoins de l'enfant. On va faire en sorte de calibrer la lactation. Donc, concrètement, on est souvent aux alentours de 800 millilitres sur 24 heures, hein, pour un petit gars ou une petite fille allaitée. Je dis aux alentours d'eux parce qu'évidemment, il y a des variables, mais on a besoin d'atteindre à peu près ça. Donc, la maman va essayer de se projeter dans ces 800 millilitres et je ne peux pas déterminer au préalable si elle fera ça en 4 tirages ou en 12 tirages. Donc elle va le faire dans le nombre de tirages qui est suffisant pour arriver à cette quantité-là. Elle va voir si elle réussit à la maintenir. Si elle ne la maintient pas, c'est que peut-être le tire-lait, n'est pas utilisé d'une manière appropriée ou peut-être que la technique d'utilisation du tire-lait n'est pas la bonne, ou enfin bref, il existe, utiliser un tire-lait, hein, une sacrée aventure puis elle va, s'assurer régulièrement que la prise de poids de son bébé, suit la courbe de référence de l'OMS et j'ai des mamans comme ça qui ont tiré allaiter jusqu'à 2 ans. C'est-à-dire qu'elles souhaitaient absolument que leur bébé reçoive du lait maternel, leur lait, et donc tant que l'enfant, était allaité exclusivement, elles avaient évalué quelle était la quantité, dont le bébé avait réellement besoin. De toute façon, elles le voyaient, elles avaient les stocks au réfrigérateur ou au congélateur. Souvent, elles démarrent avec un grand nombre de tirages au départ qui va petit à petit se réguler avec le temps. Donc ça, c'est, très chouette pour elles et puis au moment de la diversification, elles continuent d'entretenir leur sécrétion lactée. Elles vont se rendre compte que le bébé en prend moins, mais Mmh. elles pourront poursuivre aussi longtemps que ça leur convient. Super. Bon, bah, super. Merci beaucoup pour tous tes conseils, Carole, c'est Je hyper t'en prie, riche. je t'en prie. En conclusion du sujet, Oui. tu me diras si je suis juste, Mmh. mais on pourra dire que les premiers jours qui suivent la naissance sont essentiels pour la mise en place de l'allaitement maternel. Oui. Ça peut être parfois simple, très naturel. Les premières tétées ne sont pas toujours faciles et Mmh. elles peuvent nécessiter un accompagnement ou juste un peu d'entraînement de la part de maman et beaucoup de volonté et de confiance en elle. Donc, ne pas Mmh. hésiter à bien s'entourer. Mmh. Mais par contre, la grande conclusion, c'est qu'en fait, allaiter
au sein ou donner un biberon, finalement, c'est le choix de ça reste le choix de la maman et on peut pas le juger, il faut juste l'accompagner. Il y a toujours une multitude de déclinaisons possibles et en effet, l'entourage a pour, rôle premier de faire du renforcement positif, quelle que soit l'option que la maman va choisir. Qu'elle décide d'allaiter au sein, qu'elle décide de faire, un allaitement par le biais du biberon, tout est possible. Certaines femmes vont souhaiter faire du mixte, il est bon de leur, signaler que le mixte va, assez rapidement induire un sevrage ou pas, ça dépendra de la manière dont c'est mené. OK, super. Bah, merci beaucoup pour ce petit complément. Merci beaucoup, beaucoup Carole pour ce moment très riche et pour toutes ces informations. Je t'en Pour prie. tous ceux qui nous écoutent, si vous avez encore des doutes, des interrogations, des questions sur l'allaitement, sur la mise en place de la diversification ou sur plein d'autres sujets qui touchent finalement la parentalité et l'allaitement, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux ou alors à découvrir les modules de Carole directement sur son site questionallaitement.com. Oui, merci parce que c'est vrai que j'ai enregistré tout un tas de déclinaisons de questions, en vidéo et je suis là pour y répondre, et toujours ravie de le faire. Super, merci beaucoup Carole, à très bientôt. Merci pour cette invitation.